Bien. C'est bon. OK. Voilà. Et bien, on se retrouve aujourd'hui, du coup, pour notre 10e instant Parkinson, accompagné par professeur Marc Vérin, et pour nous parler aujourd'hui des syndromes parkinsoniens dégénératifs. Je vous laisse la main, Marc. Oui, parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et au Bonjour. futur, au présent et au futur, Oui. auditeurs et spectateurs. Donc là, l'idée, ce que vous aviez souhaité comme thématique, c'était de parler d'autre chose que Parkinson. Qu'est-ce qui n'est pas la maladie de Parkinson et auquel vous êtes confronté, et probablement vous le serez encore plus dans les années qui viennent, parce que là, ce dont vous vous occupez, la pompe à porphine va très probablement être de plus en plus utilisée dans les syndromes parkinsoniens dégénératifs d'une autre nature. Alors, pas avec les mêmes objectifs moteurs que ceux que l'on a dans la maladie de Parkinson, mais avec des objectifs de confort. Hein. Donc on en reparlera, peut-être il y aura des questions en cours, mais donc il est bon de connaître ces pathologies-là parce que, entre autres, comme je vous l'ai dit, vous y serez confrontés. Hein. Donc, il y a des particularités qu'il faut connaître. Voilà. Alors là, je vais donc lancer mon partage, n'est-ce pas? Et vous allez pouvoir me dire si vous voyez l'écran dans son ensemble. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, ouais. Ça marche. Nickel, et bien c'est parfait. Alors, on va aborder, tout ça est très théorique parce qu'en réalité, bon, quand on voit en consultation un ou une patiente qui a un syndrome parkinsonien, ces questions-là, on se les pose au fur et à mesure de l'évolution. Hein. Et donc, j'ai distingué deux grands types de pathologies. Il y a ce qu'on appelle les atrophies multisystématisées, d'une part, et puis ensuite, on abordera ensemble ce qu'on appelle les paralysies supranucléaires progressives et la dégénérescence corticobasale. Bon, c'est des noms un peu compliqués, mais on va revenir ensemble et savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, pour l'une, l'atrophie multisystématisée, c'est en fait sur le plan de la physiopathologie, c'est une maladie neurodégénérative, hein, et qui a comme même substratum physiopathologique celui de la maladie de Parkinson. C'est-à-dire ce sont des dépôts d'alpha-synucléine anormales. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de cela dans Parkinson avec ce qu'on appelle les corps de Lévy, hein, Oui. dans les neurones dopaminergiques, et puis parfois d'autres neurones quand la maladie est diffuse. Là, c'est aussi dans cette maladie des dépôts d'alpha-synucléine, mais on va le voir ensemble dans d'autres endroits. Voilà. Et puis la deuxième partie, donc ce qu'on va appeler les PSP, hein, et puis les DCB, paralysie supranucléaire progressive et puis dégénérescence cortico-basale. Les dépôts, ce sont aussi des dépôts protéiques, ce sont aussi des maladies neurodégénératives, mais là, c'est la protéine Tau qui est en question et non pas l'alpha-synucléine. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'alpha-synucléinopathie. Et c'est le cas de la maladie de Parkinson et de l'atrophie multisystématisée. Puis on parle de taupathie, c'est le cas des deux autres maladies, PSP et DCB. Voilà. Alors, en premier lieu, l'atrophie multisystématisée. Alors, on doit plutôt dire les atrophies multisystématisées, on va le voir pourquoi. Historiquement, il y a longtemps, c'était en 1900, Desjardins et Thomas décrivent des patients qui ont un syndrome cérébelleux qui apparaît progressivement, plutôt à l'âge adulte, hein, et puis qui s'aggrave progressivement, et puis que les patients meurent. Et quand on regarde le cerveau de ces gens-là, ils ont une atrophie du cervelet, une atrophie du pont, on appelle ça, c'est en fait la protubérance, hein, et puis l'ovule vulvaire, enfin globalement une atrophie du cervelet et du tronc cérébral. Voilà. Et puis, donc, ça se traduit sur le plan clinique par un syndrome cérébelleux qui est majeur. Et puis, ils avaient noté déjà à l'époque qu'il y avait quelques éléments parkinsoniens, quelques éléments pyramidaux, avec des réflexes vifs, parfois un signe de Babinski, et puis aussi une dysautonomie avec une hypotension orthostatique, par exemple, et puis des troubles vésico-sphinctériens. Voilà. Donc ça, c'est 1900, vous voyez, il y a un bout de temps. Et là c'est en 1960. Deux neurologues, l'un s'appelle Shay et l'autre s'appelle Drager, décrivent ce qu'on va appeler le syndrome de Shay-Drager,
une maladie neurodégénérative dans laquelle la dysautonomie est vraiment là au premier plan. C'est-à-dire que ce sont des patients qui n'ont pas d'autres symptômes, en tout cas au tout début, qu'une hypotension orthostatique qui peut parfois être majeure, avec des syncopes, avec un cœur qui est énervé, donc il ne s'accélère pas quand la tension artérielle s'effondre, quand on se lève, et qui est sur le devant de la scène pendant très très longtemps. Et puis, peuvent apparaître au cours de l'évolution quelques symptômes parkinsoniens, pyramidaux et un petit peu cérébelleux aussi. Voilà, donc on appelle ça le syndrome de Schneider. Quand j'étais petit à la Salpêtrière, c'est ainsi qu'on dénommait cette dysautonomie pure, en tout cas au début. Et puis en 1961, un collègue qui s'appelle Adams décrit une maladie qu'on va appeler dégénérescence striatonigrique, et là, qui se traduisait, vous voyez, nigrique, vous vous souvenez, hein, le substance noire. Oui. Là, ça se traduit clairement par un syndrome parkinsonien, mais qu'il a la particularité, on va le savoir quelques années après, que la dopamine est arrivée en 1969, hein, on va s'apercevoir que ce syndrome parkinsonien, il est très peu ou voire pas dopasensible du tout. Et effectivement, quand on regarde le cerveau de ces patients qui sont décédés de cette maladie, on s'aperçoit que non seulement il y a une dégénérescence du locus niger, bon, comme dans la maladie de Parkinson, et en plus, il y a une dégénérescence du striatum. C'est là où normalement la dopamine doit agir. Et on comprend donc pourquoi la dopamine n'agit pas ou très peu dans cette pathologie. Et là, dans cette pathologie, ce qui est sur le devant de la scène, ce que je puis dire, c'est le syndrome parkinsonien. Et puis, étrangement, on peut parfois observer aussi la dysautonomie, et puis parfois des éléments pyramidaux, et aussi parfois des éléments cérébelleux. Alors, pendant un temps, et pendant longtemps même, quasiment pendant 70 ans, on est dit, bah, ces maladies, elles sont différentes, ce n'est pas la même physiopathologie. Voilà. Et la question qui s'est posée, et ça c'est en 69, on se dit, mais finalement, quand même, quand on regarde l'évolution de ces patients-là, ils finissent toujours par avoir plus ou moins les mêmes symptômes. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas la même maladie? Alors, en anglais, c'est multiple system atrophy, c'est un nom qui a été évoqué à ce moment-là, avec un point commun, c'est la doparésistance. Hein. Alors, on y reviendra, en fait, une doparésistance qui n'est une dopasensibilité modeste, on va dire. Pas forcément doparésistance complète. Et là, on est en 89, vous voyez, on est 20 ans plus tard, et quand on regarde le cerveau de ces différents patients qui sont décédés de ces pathologies qu'on croyait différentes, hein, atrophie oligopontoncérébelleuse, dégénérescence striatonigrique, syndrome Schneider, on s'aperçoit que tous ont les mêmes caractéristiques neuropathologiques, avec des inclusions dans les cellules gliales et non pas dans les neurones. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, là, ce ne sont pas des corps de Lévy, ce sont des inclusions aussi, mais qui sont dans le tissu de soutien des neurones et pas dans les neurones directement. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que ces inclusions dans les cellules gliales sont des inclusions d'amas d'alpha-synucléine. Voilà. Donc, est né le concept, ça c'est beaucoup plus récent, bien sûr, d'alpha-synucléopathie, avec une maladie qui est d'abord une maladie de la glie. Et voilà. Donc d'abord une maladie de la glie et qui ensuite touche les neurones, puisque les neurones ne peuvent pas vivre sans le tissu de soutien. Et donc, vous voyez, c'est une publication de l'époque, en 89, qui va dire, finalement, ces trois symptômes, tout ça, c'est la même chose. C'est l'atrophie multisystémique, multiple system atrophy. Simple is beautiful. Et enfin, on avait un nom sur ces différentes pathologies. Voilà. Ouais, c'est 89. Hein, donc là, à l'époque, j'étais interne à la Salpêtrière. Alors, donc, ces trois maladies, en fait, sont la même, atrophie multisystématisée, et elles se présentent cliniquement différemment. Ah oui, c'est un peu ce que je représentais comme ça, avec soit il y a une prédominance de symptômes cérébelleux, et c'est ce qu'on appelait autrefois l'atrophie olivo-pontoncérébelleuse, soit il y a une prédominance de syndrome parkinsonien et pyramidal, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence striatonigrique, ce qu'on appelait, et puis soit il y a une prédominance de dysautonomie, c'est ce qu'on appelait le syndrome de Schneider. Alors, les choses ensuite, entre-temps, ont évolué. Et là, vous voyez, on est en 99, 10 ans après. Sous l'impulsion des anglo-saxons, finalement, la maladie a été divisée en deux.
Ça, c'est un terme que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle MSAC, c'est-à-dire à prédominance cérébelleuse, et MSAP, à prédominance parkinsonienne, avec une intersection entre les deux, c'est avec plus ou moins de syndromes pyramidaux et plus ou moins de dysautonomie. Ce qui fait qu'on a exclu, vous voyez, ce qu'on appelle autrefois le syndrome de Schreiber, ce qui me paraît, moi, un peu excessif parce que on garde quand même un certain nombre de patients, ils sont relativement rares, mais pour lesquels on a une dysautonomie très sévère et pendant très longtemps. Et on voit apparaître des symptômes parkinsoniens plus tardivement ou cérébelleux plus tardivement. Bon, voilà. Toujours est-il qu'il est de bon ton de parler désormais de MSAC ou de MSAP, sachant que bon nombre de patients peuvent être un peu entre les deux. Hein. Voilà. Alors, cliniquement, ça se traduit par un syndrome parkinsonien peu dopasensible, voire totalement doparésistant. Hein. Alors, c'est ce que l'on peut voir chez ce patient qui a une MSA très évoluée. Vous pouvez essayer de lever les bras, monsieur. Essayez de lever les bras, comme ça. D'accord. Posez vos bras, monsieur. Reposez. Oui, il y a un tremblement qui est très irrégulier, contrairement au tremblement qu'il y a dans la maladie de Parkinson. C'est presque myoclonique, hein, ça fait des secousses. Et puis, il y a une dystonie, une hypertonie très sévère qui entraîne une antéflexion du cou, comme ce monsieur, et parfois un latérocolie, comme effectivement c'est présent chez ce monsieur. Et ça, c'est parfaitement irréductible. Hein. Alors, cette contraction musculaire diffuse, hein, c'est une rigidité, c'est une hypertonie extrapyramidale. Essayez de redresser la tête, monsieur, vers la droite. Essayez de redresser la tête vers la droite. Oui, il n'y a plus de contrôle, volontaire. Hein. Donc, cette hypertonie, tout de même, elle peut être soulagée, elle peut être responsable de douleur, hein, en particulier la nuit, et donc elle peut être soulagée au moins en partie par les traitements dopaminergiques. Bon. Et si vous donnez de la dopamine, ce qu'on peut faire, hein, on le fait toujours, hein, le problème c'est qu'au pic de dose de la dopamine, dans maladie Parkinson, vous savez, il y a des problèmes de dyskinésie. Et chez ces patients-là, il y a des problèmes de dystonie douloureuse au pic de dose de la dopa, ce qui restreint son utilisation. Et c'est ce qui nous a incité à proposer chez les patients douloureux la pompe à apomorphine. Alors là, avec des petits débits, il n'y a pas besoin de gros débits. Hein. Justement, au contraire, il faut éviter les gros débits parce que quand il y a une hyperstimulation, il y a un problème de dystonie douloureuse, mais ça permet de soulager la douleur, à défaut parfois d'améliorer un peu la symptomatologie motrice, les mouvements, mais en tout cas, il y a un très bon effet antalgique lié aux dystonies qui sont liées à la rigidité extrapyramidale. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une solution thérapeutique qui peut être tout à fait intéressante dans cette pathologie. Alors, non seulement au stade… Là, tu es obligé de faire la haute couture, non? C'est ça, tu ne peux pas monter très haut. C'est ça. L'objectif, là, n'est pas de redonner de la motricité pour la marche, etc. Quoique parfois, on a de bonnes surprises, hein, mais c'est d'éviter les douleurs, en fait. Hein. Alors, aussi bien pendant l'évolution de la maladie, éventuellement au début de l'évolution, on va voir tout à l'heure que c'est une maladie qui est évolutive beaucoup plus rapidement que la Parkinson, hein, hélas, mais aussi dans les périodes palliatives, hein, en fin de vie. Hélas, on y va assez rapidement avec cette maladie. La pompe à apomorphine est très intéressante, en fait. Hein. Voilà. Et ça, c'est assez nouveau, et je pense que ça va beaucoup, beaucoup se développer. On a eu deux patients, je crois, depuis en 5 ans, on a eu 2 patients MSA. Oui. Et en effet, ça a plutôt été salvateur en termes de douleur. Mais par contre, oui, tu vas parler de l'évolution. L'évolution, elle a été hyper rapide. Ces patients sont plus du tout équipés. Et malheureusement, l'évolution, elle a été… ouais, ça a flambé, quoi. Oui. Alors, c'est pas lié à la pompe, hein, mais c'est le… Non, bien sûr. C'est l'évolution naturelle de la maladie, hein, tout à fait. Voilà. Alors, là, ce qu'on appelle dans notre jargon les drapeaux rouges, hein, c'est quand on voit quelqu'un en consultation qui nous apparaissait pour un syndrome parkinsonien, et la question se pose, est-ce que c'est un souci de maladie Parkinson, est-ce que c'est autre chose? Il y a ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire les anomalies cliniques qui nous font penser, ah attention, c'est autre chose.
Et parmi ces drapeaux rouges, alors c'est un papier qui a été fait à partir de suivi de patients parkinsoniens et MSA. Qu'est-ce qui nous fait craindre que ce soit autre chose qu'une maladie de Parkinson? Vous voyez, c'est des patients qui tombent très tôt. Dans une maladie de Parkinson, il n'y a pas de chute au début de l'évolution. Là, les chutes apparaissent très tôt, dans les 3 ans des débuts d'évolution de la maladie. Une progression qui est rapide, hein, comme tu le soulignais, David, tout à l'heure. Une dystonie au niveau du visage. Vous voyez, quand je vous parlais quand on met de la dopa, il y a des contractions au niveau du visage. Je parlais de dystonie induite par la dopa, c'est en particulier au niveau du visage, hein, avec ce qu'on appelle le poker face et des contractions pénibles et douloureuses au niveau du visage. La camptocormie, c'est ce qu'on a vu chez ce monsieur qui est penché en avant. De même, le PISA syndrome, c'est non seulement penché en avant, mais en plus sur le côté. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la tour de Pise, hein, comme son l'indique. Un antécolis disproportionné, c'est ce que vous avez eu aussi chez ce monsieur évolué, hein, et très, très penché en avant. Une décontraction au niveau des mains et des pieds, je vous ai présenté le patient. Hein. Alors, ce qu'on appelle le Jatchi tremor, c'est un tremblement qui n'est pas régulier, comme on voit dans les Parkinson, hein, mais avec des secousses brutales. C'est ça ce qu'on appelle Jatchi tremor. Ça c'est très, pour nous, quand on voit cela chez un patient, c'est très inquiétant. Ça veut dire que c'est pas un Parkinson. Quelque chose aussi qui est, alors c'est vrai aussi le jour et la nuit, c'est ce qu'on appelle le stridor. C'est une assez caractéristique de cette maladie. C'est en fait, de temps en temps, la dystonie peut toucher les cordes vocales, et ce qui va induire une difficulté respiratoire. Alors, il n'y a pas de danger d'étouffer dans ces cas-là, mais c'est extrêmement angoissant pour le patient, hein, et ça fait un bruit. Ça, vous pouvez demander au conjoint la nuit en particulier, ça fait des bruits comme ça, des bruits respiratoires qui sont très pénibles et qui sont très angoissants pour les patients. Hein. Voilà, donc il y a des signes de difficultés inspiratoires. Il y a une dysphonie sévère, donc il y a une hypophonie qui va s'installer rapidement, beaucoup plus rapidement que dans la maladie de Parkinson, une dysarthrie également, et puis des troubles de déglutition qui vont apparaître assez rapidement. Et puis, il y a une caractéristique aussi qui est très présente chez cette maladie, qui peut parfois se voir dans les maladies de Parkinson. Et d'ailleurs, dans les maladies de Parkinson, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est une maladie qui va évoluer défavorablement. Ce sont les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Je pense qu'on avait déjà abordé la question concernant la maladie de Parkinson. Vous savez que normalement, quand vous dormez et que vous rêvez, le corps est immobile, vous êtes hypotonique. Et dans cette maladie-là, et parce qu'il y a une structure qui éteint les circuits moteurs pendant cette période-là de rêve, et dans cette maladie-là, et dans les maladies de Parkinson diffuses, eh bien, cette structure est touchée, ce qui fait que vous rêvez, vous bougez pendant les rêves. Là, ça peut être extrêmement violent, hein. Les gens bougent, crient, etc. Ils vivent leurs rêves, en fait. Hein. Et ça, c'est souvent le conjoint qui vous dit, mais la nuit, ça n'arrête pas, c'est le bazar. Le patient ne s'en souvient pas. Et ça, c'est un signe très précoce dans les atrophies multisystématisées. Et bon, il y a des apnées du sommeil, mais ça peut se voir aussi dans la maladie de Parkinson, enfin plus que dans la population générale. Et puis, bon, des symptômes qui sont pas propres à. On peut voir aussi dans la maladie de Parkinson avec des sensations de main froide, etc. C'est sûr, quand il y a un déficit en dopamine, on peut avoir des symptômes de sensibilité subjective. Voilà. Et puis ça, ce qu'on appelle l'incontinence émotionnelle, c'est le rire polyspasmodique, c'est lié au syndrome pyramidal, hein, ce qu'on appelle le syndrome pseudo-bulbaire. C'est l'atteinte pyramidale des faisceaux pyramidaux qui s'occupent du visage. Et là, ça veut dire, en l'occurrence, effectivement, qu'il y a une atteinte pyramidale, ce qu'il n'y a pas dans la maladie de Parkinson, où le syndrome parkinsonien est absolument isolé. Et puis, il y a parfois un passé de troubles tensionnels. Voilà. Donc, voilà les drapeaux rouges auxquels on fait bien attention quand un patient nous est adressé avec un diagnostic à faire. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui ces drapeaux rouges, on voit que c'est bien documenté. Hein. Donc, oui. Mais aujourd'hui, sur la population des neurologues de manière générale, aujourd'hui, ça relève plus d'un centre expert pour vraiment préciser ce diagnostic, ou aujourd'hui,
nos neurologues, par exemple, installés en libéral, sont très avertis sur ces nuances et entre le Parkinson et les MSA, par exemple. Alors, ils n'ont pas forcément, enfin, beaucoup quand même connaissent bien la sémiologie, d'autres non, mais il y a quand même une caractéristique là qui est franche, c'est le peu, soit la dopa-résistance, soit le peu de dopa-sensibilité. Et donc même, je dirais, un neurologue standard, si je puis dire, hein, s'il en est, il va donner de la dopa parce qu'il pense que c'est Parkinson, et puis la dopa ne va pas marcher. Et donc là, forcément, il est obligé de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais. Voire même, elle va provoquer plus de douleur qu'autre chose. Effectivement, elle peut avoir un effet, comme je disais tout à l'heure, au pic de dose. Alors, comme le neurologue, la dopa ne va pas bien marcher, il va augmenter les doses. Hein. Et là, on va tomber dans les effets secondaires avec les contractions au niveau du visage, etc. Alors, bon, c'est rare que désormais, les neurologues ne songent pas à une atrophie multisystématisée. Hein, mais quand ils sont confrontés à cela, souvent, effectivement, ils adressent le patient au centre expert où le diagnostic va être, le plus souvent, il est confirmé hein, parce qu'ils ont déjà évoqué la question. Bon. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que ces patients, on puisse les voir parce que, ne serait-ce que pour conforter le neurologue hein, qui s'est posé la question avec raison, parce qu'aussi il y a des enjeux éthiques et puis tout simplement de pronostics qui ne sont pas les mêmes du tout que les Parkinson. Hein. Donc il est bon que les patients soient prévenus et leur entourage dans le fond. Hein. Donc, oui, accompagné sur la démarche palliative, comme on a pu le voir avec et le plus tôt possible en fait dans le fond. Hein. Et puis il y a aussi dernière chose tout de même, je vous ai dit c'est une alpha-synucléopathie et donc on a quand même maintenant de bonnes idées de la physiopathologie de cette maladie et il se trouve qu'il y a un centre expert spécialisé de référence en France qui est à Bordeaux et Toulouse où il y a des essais thérapeutiques qui sont menés, en particulier s'adressant à l'alpha-synucléine, en essayant, pour résumer, de la nettoyer, comme on le fait maintenant aussi dans la maladie de Parkinson. Donc, ça peut être intéressant aussi d'adresser ou des patients qui sont proactifs et qui ont envie de participer à la recherche, qui puissent être adressés au centre de référence de Bordeaux ou de Toulouse, où on va pouvoir leur proposer des essais thérapeutiques. Voilà. Alors, il y a Juste une petite question, on parle de combien de cas, Marc? On parle de combien de cas par an? Alors, il y a à peu près une maladie comme celle-ci pour 20 maladies de Parkinson. Voilà, en gros. Donc, ça veut dire qu'il y a 200 000 Parkinsoniens en France, maladie de Parkinson. Donc, il y en a, ça fait 200 000 divisé par 20. Donc, si je ne m'abuse, ça fait 10 000. Ça fait 10 000, ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et là, je remettais la première page parce qu'il y a une association qui s'appelle Aramise. Vous pouvez taper sur Internet Aramise et c'est une association de patients et surtout de familles d'entourage qui sont bien au courant de ce qui se passe pour l'atrophie multisystématisée. Il est bon, moi je donne systématiquement les références, ce lien aux patients et leurs familles pour qu'ils puissent se renseigner. Et entre autres, ça les aide à prendre contact avec le centre de référence français. Et puis, il y a aussi plein d'informations, y compris sur la recherche. Donc, c'est toujours bien d'avoir cet élément-là pour les patients. Au niveau de l'âge de survenue, c'est à peu près la même que pour la maladie de Parkinson? Alors, c'est une très bonne question que vous posez là. Non, malheureusement, c'est plus tôt. Ouais. Alors, vous me direz, bon, dans Parkinson, on les voit de plus en plus tôt, hein, c'est vrai. Mais ces maladies-là, atrophie multisystématisée, justement, ce n'est pas vraiment une maladie du sujet âgé, contrairement à ce qu'on va voir après, comme les PSP ou DCB, où c'est plus tard, en fait. Hein. Là, c'est des maladies comme celles qui débutent après 70 ans. Hein. Là, c'est des maladies qui peuvent commencer très facilement autour de 40 ans, hein, 40-50 ans. Les derniers patients que j'ai vus, là, ils ont tous entre 40 et 50 ans. Hein. Ok. C'est des gens qui travaillent, en fait, hein, bien souvent. Hein. Moi, j'avais une autre... Vous voyez ça plutôt comme une maladie du sujet. Bon, 40 ans, c'est jeune, hein, enfin, de mon point de vue. Oui. Voilà. J'avais une petite question, Marc. Moi, c'est par rapport à la marche, donc un symptôme moteur, hein, ni plus ni moins pour ces patients. Il me semblait que dans les MSA, on voyait aussi des marches complètement différentes avant l'évolution hein, de cette maladie, mais il y avait des marches claudicantes, il y avait du strapping. Enfin,
Voilà, ce qu'on ne voit pas, en fait, dans la maladie de Parkinson, au final. Ça, c'est un des symptômes de la MSA ou même pas? Alors, bon, pour ce qui est de la marche, oui, elle est quand même. Elle ressemble à la marche d'un patient parkinsonien qui serait très dopa-requérant, qui aura besoin de dopamine. Hein. C'est une marche à petits pas, pencher en avant, etc. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans cette maladie-là, contrairement à la maladie de Parkinson qui évolue très lentement, hein, les troubles de la marche s'aggravent rapidement. Il y a des chutes très précoces, en fait. Hein. D'accord. Ce qui ne se voit pas dans Parkinson. Hein. Un Parkinsonien qui tombe très tôt, ce n'est pas un Parkinson, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc, il y a très vite une dystonie axiale en flexion qui s'installe et une akinésie et puis des chutes. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Merci. Donc, en gros, pour résumer, hein, ça serait une maladie Parkinson qui ne prendrait pas sa dopa, quoi. Vous voyez, pour résumer. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas trop entrer dans le détail de ça, c'est la neuropathologie, mais enfin, toujours est-il qu'on a pu montrer, donc au fur et à mesure, que effectivement, il y a des atteintes un peu diffuses, très diffuses dans le cerveau, du cervelet, du tronc cérébral. Il y a une atteinte particulière. Vous voyez, ce que je vous montre là, c'est une coupe de la moelle épinière. Hein. Et dans la moelle épinière, vous vous souvenez qu'il y a, il y a à la fois de la substance blanche, donc ici en l'occurrence c'est grise, et puis il y a la substance grise qui en l'occurrence ici est grise et blanche. Ici, il y a ce qu'on appelle la corne antérieure. Hein. C'est là où il y a les neurones moteurs, les motoneurones. C'est ça qui est malade dans la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Hein. Il y a aussi une corne postérieure ici, c'est là où sont les neurones de la douleur. Et puis vous voyez qu'il y a ici une petite corne, ce qu'on appelle intermédio-latérale. Ici, vous voyez. Alors ça, souvent, c'est peu connu, on parle souvent de corne antérieure, postérieure, mais il y a aussi cette petite corne intermédiaire. Et là, en fait, il y a les neurones, alors ce sont des neurones végétatifs, hein, mais du circuit du système nerveux autonome, hein, et ce sont les neurones qui vont s'occuper de la motricité des vaisseaux. Les vaisseaux se contractent, il y a du muscle lisse dans les vaisseaux, les artères, hein, et ce sont les neurones sont ici. Or, la corde intermédio-latérale de la moelle est fortement touchée dans cette maladie. Et c'est ça qui occasionne les hypotensions orthostatiques extrêmement sévères. Voilà. Ça, c'est peu connu, mais voilà, c'est ce qui donne lieu à cette symptomatologie. Puis il y a une deuxième cause aussi, non seulement les vaisseaux ne se contractent pas, et donc quand on se lève, tout le sang descend dans les jambes, il y a 1,5 litre hein, par jambe, hein, donc il s'est fait autant de moins pour le cerveau, donc syncope. Et puis deuxièmement, le cœur qui normalement est innervé, hein, à la fois par le sympathique et le parasympathique. Le cœur est dénervé, donc quand la tension chute, normalement chez tout à chacun, il accélère, le cœur, là il n'accélère pas. Donc, ce qui aggrave encore les choses et va favoriser les syncopes. Voilà. Et du coup, au niveau de l'imagerie, il y a une réelle atrophie, du coup. Absolument. Alors, on va y venir. Bon, je vais passer rapidement sur la neuropathologie parce que, bon, voilà. Donc là, vous voyez, c'est le Stan Prisiner, c'est le gars qui a eu le prix Nobel et qui a montré l'origine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Hein. Ce sont les prions. Et bon, il a fait ce papier dans PNAS hein, pour montrer que, bon, il n'est pas le seul, hein, mais il y en a d'autres qui ont montré ça, que l'atrophie multisystématisée est une maladie de dépôt protéique et qui se propage aussi comme la maladie à prions. Et comme dans la maladie de Parkinson, ce qu'on appelle des maladies prion-like. Alors, en pourcentage, en quelque sorte, hein, les formes P au striaton Y, c'est à peu près un tiers des cas. Les formes cérébelleuses, ce n'est pas la majorité, vous voyez, c'est 20% des cas. Et puis, la plupart, hein, c'est des formes qui sont mixtes, hein, où il y a à la fois des symptômes parkinsoniens et des symptômes cérébelleux, c'est dans la moitié des cas. Donc, vous voyez, la distinction MSAP, MSAC, bon, elle n'est pas si pertinente que ça, parce qu'il y a pas mal la plupart, la moitié sont MSA-PC. Hein. Sans parler, encore une fois, des patients qui ont une dysautonomie très sévère des années avant d'avoir les soucis pyramidaux, extra-pyramidaux, cérébelleux. Voilà. Bon, je passe rapidement sur les aspects neuropathologiques. Alors, nous, justement, on a participé, c'est pour un exemple, hein, mais il y a un certain nombre d'années, on a participé à une étude européenne. Ce sont des maladies rares, quand même, on l'a vu, il y en a 10 000 en France en moyenne. Quoi. Bon. Et donc, plus les maladies sont rares et moins elles sont connues.
Et donc, l'idée, c'était de se mettre ensemble. Et donc, c'est ce qu'ont fait les Européens. Ce qui nous a permis de… À l'époque, on a testé une molécule, hein, d'ailleurs, qui s'appelle le riluzole. C'est le même traitement qui est donné dans la sclérose latérale amyotrophique. Mais ça a été l'occasion de regarder cliniquement les patients au moment du diagnostic, et puis on les a suivis pendant 3 ans. Et c'est les Rennais, avec d'autres collègues en Allemagne et en Angleterre, qui avons lu toutes ces images. Donc, on a vu au total 700 IRM de ces pathologies-là, aussi bien MSA et on verra tout à l'heure PSP. Et donc, là, justement, on va parler de l'imagerie. On en a vu à peu près 400. Hein. L'imagerie qui est assez spécifique de cette maladie. Alors, ce que l'on voit, je vous ai parlé tout à l'heure d'atrophie striatonigrique, donc le striatum est atrophié, et ça se voit ce que vous voyez ici, vous voyez cette petite ligne blanche, en fait, c'est la perte neuronale et la nature horreur du vide, hein, donc quand il n'y a plus de neurones, ben, il y a du liquide qui prend la place, vous voyez comme là, ici, les ventricules. Ben, il y a cette petite ligne autour du striatum qui est un signe quasiment caractéristique de l'atrophie multisystématisée. Donc, quand on est confronté à une maladie de Parkinson, en apparence, un syndrome de Parkinson qui est peu dopa-sensible, c'est l'indication de faire une IRM, bien entendu, et on trouve ces signes. Alors, il y a 2 choses. Il y a, vous voyez, cet hypersignal qui borde, qui est lié à la perte neuronale. Et puis, deuxième chose, quand le striatum, quand les neurones souffrent, il y a des dépôts de fer dans les neurones. Et en IRM, en T2, là, comme cela, ça apparaît en noir, vous voyez. Donc, il y a 2 choses, le noir dans la partie postérieure du putamen plus l'hypersignal bordant. Ça, c'est un signe caractéristique d'une atrophie multisystématisée. Alors, c'est quelque chose qui est bon à savoir parce que, entre autres, par exemple, vous savez qu'on peut opérer les patients parkinsoniens, on met des électrodes, hein, en particulier dans les formes pour lesquelles on a du mal à réguler les choses sur le plan clinique. Plus on opère tôt, et actuellement on opère de plus en plus tôt, de sorte que les patients, de même qu'on propose les pompes de plus en plus tôt, hein, que les patients soient soulagés le plus vite possible, eh bien, plus on opère tôt et plus on prend un risque d'opérer des patients qui n'ont pas une maladie de Parkinson, mais une atrophie multisystématisée. Et ça nous arrive, hein, c'est rare, enfin, on y prend garde, bien entendu. Et donc là, on regarde de très très près l'IRM, parce que ces signes-là peuvent être tout à fait précoces, hein, maintenant on le sait. Voilà. Et donc, on va éviter évidemment d'opérer quelqu'un qui a ce symptôme radiologique-là. Voilà. Alors, si on veut mettre une pompe, là, ce n'est pas de problème. Hein, la pompe ne va pas aggraver les choses. Mais les électrodes, si, ça peut aggraver fortement les choses. Alors, ça, c'est en coupe coronale. On retrouve l'hypersignal bordant, puis la partie noire, le fer dans le putamen. Bon, je passe. Et puis, en T1, tout ce qui est hyper en T2 et hypo en T1, comme ici. Alors, quand il y a une atteinte cérébelleuse, et ça, on a pu le montrer, eh bien, vous voyez que là, ici, ça, c'est quelqu'un qui a une protubérance normale. Vous voyez qu'elle est protubérante, hein, vous voyez qu'elle est un peu ventrue, on va dire. Ici, c'est quelqu'un qui a une atrophie multisystématisée avec des symptômes cérébelleux, mais qui sont peu évolués. Vous voyez que la protubérance s'aplatit un petit peu. Et là, ici, on a des symptômes cérébelleux qui sont extrêmement sévères. Vous voyez que la protubérance est complètement atrophiée. Elle a même pris elle est devenue, alors qu'elle était convexe, elle est devenue concave. Et en même temps, vous voyez que le cervelet, il s'atrophie considérablement. Il est comme une feuille de fougère. Et puis le 4e ventricule, il grossit également du fait de l'atrophie. Ça, c'est caractéristique des formes C, des formes cérébelleuses. Voilà. Et quand on regarde en coupe axiale, on voit lié à l'atrophie des fibres, vous voyez cette espèce de signe de la croix qui est vraiment tout à fait caractéristique de cette maladie. Et puis, comme les pédoncules cérébelleux s'atrophient, comme le cervelet, il y a un hypersignal qui s'installe. Et quand vous regardez une IRM comme ça, vous vous dites, non, elle est normale. Et ça, vous voyez, cet aspect blanc, là, un peu nuageux, c'est pas normal du tout. Ça doit être gris comme ça. En fait, il y a une atrophie qui commence à s'installer. Et ici, l'atrophie, vous voyez, elle est majeure. Il n'y a quasiment plus de pédoncules. Et à côté de ça, un 4e ventricule qui devient énorme. Voilà. Le même en T2. Bon, je passe. Voilà. Vous voyez là, vous voyez cet hypersignal caractéristique. Hein. Voilà. Bon, je passe sur d'autres signes. Et puis, voilà. Là, on voit encore mieux hein, les signes que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez cet hypersignal bordant et puis l'aspect très noir du striatum, c'est les dépôts de fer. Voilà. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que
avec mon collègue, c'est que les symptômes cliniques sont corrélés aux symptômes radiologiques. Quelquefois, cette maladie, elle est bilatérale d'emblée, ce qui nous éloigne du diagnostic de maladie de Parkinson. Quelquefois, les symptômes prédominent d'un côté, comme on l'a vu chez le monsieur tout à l'heure, vous savez, qui vous avez vu qu'il y avait une dystonie avec une flexion vers la gauche. La maladie peut être asymétrique, soit à gauche, soit à droite. Et à ce moment-là, les symptômes, logiquement, les symptômes radiologiques, et donc l'atrophie, elle est contralatérale. Donc, si les symptômes parkinsoniens sont, par exemple, ici à droite, eh bien, l'atrophie va prédominer dans l'hémisphère gauche. Et même chose pour le cervelet, en fait. Hein. Plus il y a des symptômes cérébelleux, et plus il y aura une atrophie cérébelleuse, et puis une atteinte de la protubérance. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont connues maintenant et qui nous aident beaucoup pour redresser des diagnostics. Encore une fois, pour des soucis de pronostic, bien entendu, et puis des soucis de prise de décision thérapeutique et éviter de faire des bêtises. Alors, ce que l'on sait maintenant, j'avance un petit peu, c'est que bon, l'évolution, elle est hélas rapide. La médiane de survie dans cette maladie, c'est-à-dire le temps pour lequel la moitié des patients sont morts, c'est 6 ans. Parce que ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, hein, où l'espérance de vie peut être, avec les traitements dont on dispose maintenant, pratiquement normale, hein, et même supérieure à la normale. Vous voyez, donc là, le temps qui requiert une aide à la marche, c'est au bout de 3 ans. La moitié des patients, c'est au bout de 3 ans, c'est ce que vous voyez ici. Ici, c'est le temps pour avoir besoin d'une chaise roulante, bah, c'est 4 ans. Voilà, le temps moyen. Hein. Le temps moyen pour arriver à un état hélas, de grammatisation, c'est entre 6 et 8 ans, 7 ans. Quoi. Et puis, le délai avant le décès est de l'ordre, vous voyez, entre 7 et 10 ans. Quoi. Alors, il y a une petite différence, c'est que dans les formes, voilà, les formes C, donc c'est le petit rond, hein, les formes P, c'est les petits triangles. Assez logiquement, si vous voulez, s'il y a une prédominance de symptômes cérébelleux, l'espérance de vie est un peu supérieure, parce que ce qui va finalement engager le pronostic vital chez ces patients-là, c'est le fait de ne plus pouvoir avaler. Donc, c'est plutôt les symptômes parkinsoniens de dopamine résistants qui vont bien entendu engendrer une grammatisation et puis des troubles de déglutition, des pneumopathies, etc., embolies pulmonaires. Donc, le pronostic, il est finalement pulmonaire à la fin. Hein. Voilà. Et donc, c'est sûr que les patients qui sont plus cérébelleux vont avoir une espérance de vie qui est supérieure. C'est logique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'en ai une, Marc, par rapport au fer. Oui. On sait que du coup, il y a des pathologies qui sont... il y a des troubles métaboliques du fer, en fait, bien identifiés. Et en fait, est-ce que ces troubles métaboliques du fer peuvent favoriser les lésions cérébrales et induire des MSA ou en fait pas du tout? Est-ce qu'il y a des gènes, est-ce qu'il y a des choses chez ces patients porteurs de ces troubles métaboliques du fer? Alors, dans la MSA, non, il n'y a pas de trouble du métabolisme du fer. En fait, le dépôt de fer en fait, est un signe secondaire. C'est un marqueur d'une souffrance neuronale. En fait, hein. Ok. Voilà. Il existe en revanche des maladies génétiques qui se caractérisent par un trouble du métabolisme du fer, effectivement. Alors, ça peut être au niveau du foie, hein, ça s'appelle l'hémochromatose. Hein. Et puis sinon, il existe des maladies génétiques, ça s'appelle les PKAN. Hein. C'est comment dirais-je, un déficit dans une kinase particulière et qui entraîne des dépôts de fer dans les ganglions de la base. Bon, ça, c'est des maladies extrêmement sévères et qui sont ces amis du gamin. Hein. Là, dans le service actuellement, j'ai une petite fille de 10 ans qui a une PKAN. Donc là, ça donne des dystonies extrêmement sévères. Ce n'est pas du tout le même tableau. Hein. Pas du tout le même tableau. Okay. Voilà. Et en l'occurrence, pour la MSA, ce n'est pas le fer qui est à l'origine de la pathologie, c'est un événement secondaire, on va dire. Okay. C'est un effet collatéral. Parfait, merci. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Du coup, on voit que le délai d'intervention, enfin, on voit l'espérance de vie et de survie, elle est très courte. Oui. Donc, j'imagine tout l'accompagnement psychologique qu'il doit y avoir derrière l'annonce du diagnostic et l'accompagnement des patients. Mais en termes de thérapeutique, est-ce qu'aujourd'hui, tu es un peu démuni
on a entendu que la pompe potentiellement peut un tout petit peu agir, mais très peu. Il dresse quoi comme arsenal thérapeutique pour ces patients-là? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on s'adresse à chacun des symptômes, mais comme c'est variable d'un patient à l'autre, c'est protéiforme, cette maladie. Par exemple, s'il y a des syncopes, s'il y a une hypotension orthostatique, on va s'attaquer à ce symptôme-là. Ça va être les bas de contention, les traitements classiques, hein. Et puis le Gutron, le midodrine, vasoconstricteur, la fluocortisone, le minéralocorticoïde qui va entraîner une rétention hydrosodée, donc qui va augmenter la tension artérielle. Donc ça, c'est pour ce qui s'adresse aux soucis d'hypotension orthostatique. Pour les soucis urinaires, bon là, si on rentre dans le détail, c'est un peu compliqué, mais il peut y avoir une hyperactivité vésicale, mais aussi ce qui est le propre de l'atteinte pyramidale, un peu comme dans la sclérose en plaques, ce qu'on appelle une dysynergie vésico-sphinctérienne. C'est-à-dire que quand la vessie est pleine, elle se contracte, et puis le sphincter ne se relâche pas. Donc là, c'est dangereux parce qu'il y a une pression importante dans la vessie, ça peut remonter vers les reins et abîmer les reins, hein. Et donc, on peut être amené à traiter, et il nous arrive de faire des injections toxiques botuliques dans le sphincter strié de la vessie pour éviter la dysynergie vésico-sphinctérienne. Ou parfois, c'est l'inverse, c'est la vessie qui est hypoactive, qui est dénervée. Et c'est vrai que c'est un muscle, hein, et qu'il est énervé par ce qu'on appelle le détrusor, énervé par le parasympathique. Et s'il y a une dénervation de la vessie, en fait, c'est une vessie qui est flasque. Et donc, on peut être amené à proposer, comme dans d'autres domaines, dans ce qu'on en plaque, des sondages, des autosondages, pour vider la vessie, parce que sinon, évidemment, il y a des risques d'infection urinaire, d'atteinte du haut appareil, comme on dit, d'atteinte rénale, etc. Donc ça, c'est pour les côtés vessie. Pour le côté Parkinson, on va quand même tester la dopa avec quand même une dopa-sensibilité qui malheureusement est souvent modeste. Et puis, moi, je proposerai assez rapidement la pompe apomorphine pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus stable et qui finalement est bien toléré, hein, pour avoir la mis en route de nombreuses fois. Parce qu'on pourrait se dire, attention, apomorphine, hypotension, gna gna gna. Ben non, pas du tout. Donc, on peut le proposer, il n'y a pas de danger. Et ça permet d'avoir une dose dopaminergique très stable et qui évite les dystonies de surdosage, en particulier au niveau du visage. Pour l'atteinte pyramidale, quand elle est sévère, il y a des myorelaxants de type lioresal, hein. Par contre, pour le cervelet, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire en termes de thérapeutique, hein. Là, évidemment, tous ces patients-là nécessitent une prise en charge rééducative, hein, ou réadaptative, je dirais, kiné et puis ergothérapie. Et puis, évidemment, sur le plan psychologique, ça peut être extrêmement utile d'y associer un soutien. Bon, c'est forcément une prise en charge qui est complexe, puisqu'il y a, comme son nom l'indique, c'est multisystémique. Il y a aussi la prise en charge, c'est des patients jeunes, hein, qui ont 40 ans, donc sur le plan psychique, c'est extrêmement difficile à vivre. Et puis, et pour l'entourage, hein. Bon, là, c'est malheureux, mais ce type de pathologie, je n'ai que très rarement rencontré des suicides dans le cadre de la maladie de Parkinson. En revanche, dans cette pathologie-là, il y a assez fréquemment des suicides. Ok. On finit sur quelque chose qui n'est pas très joyeux, mais… Oui. Mais on comprend, tu fais de la haute couture, là, tu vas y aller symptôme par symptôme, mais malheureusement, voilà. Tu peux pas… Tu es moins optimiste que pour une maladie de Parkinson, où tu peux… Exactement. Ouais, tu peux projeter les gens. Là, pour projeter quelqu'un qui a une MSA, je comprends que ce soit compliqué, oui. Absolument. On sait nécessairement que ça va mal se passer. Et ça, c'est pour vous dire les choses clairement, quand on va en consultation, quand on suit des patients pour une MSA en consultation, on sait toujours que la fois d'après, ça sera moins bien. Bon, voilà, donc faut être… le patient doit être solide, évidemment, mais le neurologue aussi. C'est pas facile, hein. Et moi, j'admire les collègues qui s'occupent de la maladie de Charcot, par exemple, hein, je crois quand ils font sur le plan psychologique pour tenir. Quand on est un tant soit peu empathique, c'est quand même pas simple, hein. Vous voulez qu'on continue? Ah oui, carrément. Ah ouais. Oui. Eh bien, on y va. Donc là, on va évoquer un peu plus rapidement, parce qu'il est déjà 13h. Voilà. Bon, alors, la première, j'ai insisté sur les atrophies multisystémiques parce qu'il y en a quand même globalement un petit peu plus que ces maladies dont je vais vous parler là.
Et puis, c'est des patients jeunes, c'est pas facile à prendre en charge. Et puis, ce sont eux qui vont le plus bénéficier de la pompe à morphine. Donc, je pense que c'est cette typologie de patient que vous verrez plus souvent. Hein. Là, ce dont on va parler, c'est plus rare et on peut faire appel à vous pour la pompe à morphine, mais de manière plus, je dirais, dans le palliatif, quoi. Hein. Alors, donc, ce sont deux maladies qui sont très voisines, en fait, qui sont liées à il y a une physiopathologie commune, c'est des dépôts de protéines tau. Donc, c'est la paralysie supranucléaire progressive et la dégénérescence cortico-basale. Alors, elles ont des points communs, elles ont des différences. Peut-être on va pouvoir les différencier un peu comme cela. Ça permettra de donner un éclairage en les comparant. Et là aussi, il y a une association qui est importante de dire aux patients, c'est la PSP France, surtout sur Internet, où on peut se renseigner sur la recherche, sur tout ce qui se fait. Et puis aussi, il y a des soutiens avec des aidants pour les familles qui sont touchées par ces maladies. Alors, je dis de manière amère de plaisanterie un petit peu avec mes collègues, c'est finalement le diagnostic peut être fait à l'IRM. C'est qu'en fait, vous avez dans la paralysie supranucléaire progressive, la PSP, on va dire, il y a une atrophie du mésencéphale qui est majeure. Vous voyez ici, on va voir tout à l'heure dans quelle tête ça a normalement, mais là, il n'y a quasiment plus de mésencéphale. Hein. Et puis, il y a une hypertonie en extension. Vous voyez, la tête, elle est en arrière. Contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'atrophie multicellularisée, l'hypertonie, elle était en avant, avec la camptocormie. Là, c'est en arrière, c'est caractéristique de cette maladie. Et puis, la dégénérescence cortico-basale, là, elle est très souvent, même quasiment toujours asymétrique. Vous voyez qu'il y a une atrophie qui touche à la fois le cortex, et puis les ganglions de la base. C'est pour ça que ça s'appelle la dégénérescence cortico-basale. C'est une maladie de la surface et de la profondeur, et avec une atrophie qui est asymétrique, puisqu'ici le ventricule est dilaté plus que celui-là, et il y a une dystonie qui est contralatérale. Bon, voilà, en gros, vous avez un résumé sur une seule diapo de ce que c'est que ces maladies-là. Alors, on va avancer un petit peu. Ce qui les rapproche, ces deux maladies, c'est une évolution rapide. C'est comme la MSA, la médiane de survie, c'est 6 ans. C'est aussi comme la MSA, une réponse modeste et transitoire à la lévodopa. Et puis, comme la MSA, c'est la présence d'autres signes que le syndrome parkinsonien. En particulier des troubles oculomoteurs, des signes pyramidaux. Et ça, c'est caractéristique de ces deux maladies. C'est l'atteinte cognitive qui est beaucoup plus marquée que dans Parkinson, qui est beaucoup plus rapide, qui est parfois même sur le devant de la scène au début. Hein, et puis aussi beaucoup plus marquée que dans les atrophies multisynaptisées, qui ont une atteinte cognitive, mais très tardive et peu marquée. C'est peut-être d'ailleurs pour cela, d'ailleurs, que dans les MSA, il y a hélas, je dirais, une certaine conscience très aiguë de ce qui se passe, et donc peut-être une plus grande souffrance, ça c'est peut-être spécieux ce que je raconte là, mais une plus grande souffrance dans les MSA où il y a une parfaite cognition, en particulier pas d'atteinte frontale, que dans ces pathologies-là où l'atteinte frontale fait qu'il y a une certaine anosognosie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la méconnaissance de la maladie. Ouais, je suis malade, mais en fait, je m'en fous, quoi. Finalement, tant mieux, parce que ce sont des maladies assez effroyables. Alors, c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Vous voyez, le diagnostic pré-mortem dans les PSP, il est fait que dans 60% des cas. C'est-à-dire qu'on se trompe dans 40% des cas. Et puis, dans les dégénérescences cortico-basales, le diagnostic, il est fait dans la moitié des cas seulement. Donc, et c'est bien souvent l'évolution qui va nous donner la solution. Et ce sont des maladies plus rares que la MSA. Vous voyez à peu près la prévalence, 1,5 sur 100 000. Et là, on est des CB encore plus rares, en fait. Alors, l'âge de début est plus tardif. Hein. Vous voyez, c'est pas 40 ans, hein, c'est 70 ans, hein, 60-70 ans. Comme la médiane de survie est courte, eh bien, vous voyez que l'âge de décès il est tôt. Hein. Vous voyez la durée d'évolution moyenne, hein, 6 ans, 7 ans. Hein. Il y a dans les deux cas des dépôts de protéines tau. Hein, ça, c'est une caractéristique de ces deux maladies. Et puis, il y a des choses qui sont spécifiques de l'une ou de l'autre. C'est pour ce qui est de la PSP, la paralysie supranucléaire de locomotricité. On va voir ensemble sur des vidéos, mais
Quand vous bougez les yeux, en fait, certes, vous activez vos noyaux du tronc cérébral qui vont ensuite innerver les muscles, et donc vous allez bouger les yeux grâce à ces noyaux-là, ces neurones, mais ces neurones-là reçoivent l'information du dessus. L'ordre de bouger vient du dessus, donc vient du cerveau. Et donc, quand cet ordre qui vient du dessus ne passe pas, on parle de paralysie supranucléaire. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'atome ou je ne sais pas quoi, c'est les noyaux oculomoteurs qui ne sont pas touchés, eux, mais qui sont plus innervés. Voilà. Et d'où le nom de paralysie supranucléaire progressive, parce que c'est une maladie dégénérative. Voilà. Donc ça, c'est caractéristique de la PSP, ces troubles oculomoteurs. Et puis, plus caractéristique de la dégénérescence corticobasale, c'est le fait que ce soit très asymétrique. On va le voir ensemble avec un centre parkinsonien, une dystonie unilatérale, et tout ça est entraîné. Et puis, ce qu'on appelle une apraxie. On va le voir ensemble sur des vidéos. C'est le patient, il regarde sa main de manière perplexe. En fait, il ne peut plus, sa main ne lui obéit plus. Et il ne sait plus quoi faire avec. Ce qui change un peu de la kinésie où le patient il sait ce qu'il veut faire avec sa main et elle bouge lentement. Mais là, il la regarde avec perplexité parce qu'elle ne fait pas ce qu'il veut, elle ne lui obéit plus. Et ça, c'est caractéristique de la dégénérescence corticobasale et c'est lié à l'atteinte à la fois pariétale et frontale. Bon, je vais passer rapidement. Les symptômes oculomoteurs. L'imagerie n'est pas la même non plus parce que l'atrophie n'est pas au même endroit. Dans la PSP, elle est beaucoup plus frontale et dans la DCB, elle est plutôt au niveau à la fois frontal et pariétal. Ce qui se voit en PET scan, hein, là c'est vous voyez la dépense de la captation de glucose dans le cerveau. Et tout ce qui est coloré, c'est l'hypométabolisme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a c'est l'inverse, c'est-à-dire que le glucose n'est pas assez capté. Alors, dans la PSP, c'est essentiellement dans la région frontale, vous voyez. Donc, c'est vraiment une pathologie du lobe frontal. Et dans la DCB, qu'on appelle en corticobasal degeneration en anglais, ou dégénérescence corticobasale en français, vous voyez que l'hypométabolisme, l'atteinte, elle est beaucoup plus diffuse au niveau à la fois frontal, mais aussi pariétal. C'est des deux côtés de Rolando, c'est-à-dire des sillons centrales, c'est la région motrice qui est ici. Voilà, ça c'est caractéristique. Alors, l'atopathologie est aussi un peu différente, mais je ne rentre pas dans le détail. Alors, pour ce qui concerne la PSP, ce qui est nouveau, ce qui est assez piégeant, hein, c'est un petit peu comme la MSA, c'est qu'en fait, on a fait l'autopsie de patients qui étaient décédés de différentes maladies neurodégénératives, donc parfois on ne savait pas trop ce dont il s'agissait. Et puis quand on a regardé l'anapathe, on s'est aperçu que, ah mais zut, mais c'est une PSP. Et en fait, il y a la forme dite classique qu'on va décrire ensemble avec les troubles oculomoteurs, les chutes, etc. Et puis, il y a quantité de formes qui sont des PSP, mais avec des lésions qui sont diffusées de manière différente, un peu comme les MSA, vous voyez. Donc, ça complique la tâche, hein, parce que dès lors, évidemment, qu'on se lance dans des essais thérapeutiques, si cliniquement, on a du mal à distinguer une maladie d'une autre, vous comprenez bien que l'essai thérapeutique, il va planter parce qu'on va inclure des patients qui n'ont pas la maladie en question. Donc, ça nous complique la tâche et d'où l'idée de développer d'autres des manières de faire le diagnostic, hein, des outils diagnostiques qui soient plus spécifiques que la clinique. Il y a des formes, par exemple, de PSP qui ressemblent à une dégénérescence corticobasale. Il y a des formes de PSP où il y a un trouble de la marche prédominant. Certains autres peuvent avoir ce qu'on appelle les PSPP, peuvent avoir un syndrome parkinsonien prédominant et parfois tout à fait dopasensible et pendant longtemps. Je sais, quand j'étais chez Agile à la Salpêtrière, une dame qui était décédée avec 12 ans d'évolution, ce qu'on considérait était une maladie de Parkinson un petit peu sévère, et finalement, à l'autopsie, c'était une PSP. Donc, ça a été décrit tout récemment, mais cette dame-là avait cette maladie-là, avec une PSP dopasensible. Donc, chez ces patients-là, il faut les garder en tête parce qu'ils existent. Et évidemment, vous comprenez bien que là, pour le coup, c'est rare, hein, mais ça peut être des patients qui peuvent bénéficier aussi de la pompe de manière tout à fait positive et pas seulement dans un contexte palliatif. Hein. Voilà. Il peut y avoir des troubles de la démence sur le devant de la scène, hein, ce qu'on appelle comme des démences frontotemporales. Voilà. Il peut y avoir aussi des apraxies isolées ou des aphasies isolées, ça fuit parler, et c'est une PSP. Et puis ensuite, les choses évoluent.
Il y a même des formes à prédominance cérébelleuse. Bon, oui, ça complique la chose. Hein. Mais malgré tout, dans au moins plus de 50% des cas, la forme est classique, on va dire, avec. Alors, ça, c'est un acteur anglais qui était connu. Hein, vous voyez qu'il est là, il est jeune et il est souriant, etc. Il a sa PSP. Et on voit typiquement, alors c'est une photo, bien entendu, mais la fixité du regard, vous voyez, il cligne très peu des yeux. Et il ne bouge plus son regard. Et puis, il a cette fameuse hypertonie axiale en extension. Vous voyez, il est tout raide. Et il se déplace en un seul bloc. Là, on va voir les trous oculomoteurs. Encore, plus à gauche, encore. Bien, regardez tout en haut le plafond. Vous voyez le plafond? Regardez le plafond. Regardez vos pieds maintenant, c'est vrai. Regardez vos pieds. Maintenant, regardez bien en bas. Regardez en bas. Regardez vos pieds. Voilà, la caractéristique, c'est cette impossibilité de bouger volontairement les yeux. Et ça donne un aspect au tout début d'évolution. Je dis aussi qu'il est relativement facile pour ceux qui ont l'habitude, où il y a un regard qui est fixe. Et les patients disent très bien que je ne peux pas regarder en l'air, je suis obligé de me pencher en arrière pour pouvoir regarder en l'air, parce que je ne peux plus regarder en l'air. Ou l'entourage vous le dit. Et comme il y a un clignement des yeux qui est rare, moi je laisse, ça reste entre nous, mais c'est un symptôme que j'appelle le signe de du lunette de soleil. Et comme les patients clignent rarement, finalement, ils ont des bulles de kératite, hein, ça fait mal aux yeux, la lumière les gêne, donc ils mettent des lunettes de soleil. Ça, c'est assez caractéristique de la PSP, je dirais. Alors, il y a des signes radiologiques, là aussi, qui sont caractéristiques. C'est une atrophie qui est un peu globale. Bon, je vais passer. Et puis, une atrophie, vous voyez, du mésencéphale. Alors, voilà un mésencéphale normal, on appelle le pédoncule cérébraux, hein, avec les hémisphères au-dessus. Là, ici, vous avez le bulbe, la protubérance et le pédoncule cérébraux, puis le cervelet derrière. Ça se rappelle le tronc cérébral. Et vous voyez le mésencéphale normal, et puis ici, qui s'atrophie, avec un signe qui est joli, hein, mais enfin bon, ça reste joli uniquement dans le nom, pas dans la réalité. C'est le signe du colibri. Vous voyez, ce mésencéphale là qui s'atrophie, ben, ça donne une forme en fait d'oiseau-mouche, hein, comme le bec d'un oiseau-mouche. C'est ce qu'on appelle le signe du colibri. Bon. Et puis l'aqueduc de Silius qui s'élargit parce qu'il y a une atrophie majeure. Voilà. Et puis vous voyez ici, là, voilà un aqueduc du Silius normal avec une encéphale, et puis ici qui s'élargit et qui s'élargit. Une atrophie un peu plus importante. Bon, tout à l'heure, en termes d'incidence, tu parlais d'un patient MSA pour 20 Parkinsoniens. Pour les PSP, tu as une idée C'est un petit peu de cet ordre-là, un peu moins, on va dire. D'accord. Voilà, peut-être un patient pour 30, quoi. Ok. Voilà. Et alors clairement, je dis, c'est avoir en tête que l'atrophie multisynaptisée, c'est plutôt les sujets, hélas, jeunes, donc autour de 40-50 ans, et les PSP, plutôt les sujets âgés, hein, c'est 70 ans, 80 ans. Sans pour autant qu'il y ait de signes avant-coureurs? C'est-à-dire? C'est-à-dire que la PSP, vous la diagnostiquez finalement chez des patients âgés, mais a posteriori, quand vous interrogez, c'est ce qu'on voit aussi pour les Parkinsoniens, est-ce que cette maladie, elle s'est installée tout au long de plusieurs années avant que ça se révèle au grand jour? Alors, ou est-ce que non, oui, tu as raison, ça dépend des symptômes, si tu veux. Si le mode d'entrée, le symptôme oculomoteur, ça se voit tout de suite. D'accord. Il m'est arrivé, alors c'est une seule fois dans ma vie, mais qu'un monsieur est arrivé aux urgences parce qu'il ne bougeait plus les yeux. Et en fait, c'était une PSP. Okay. Voilà, enfin, ça n'a pas été brutal, mais il y a eu une prise de conscience brutale de comment ça se fait, je ne peux plus regarder en l'air, donc il va aux urgences et bim. Bon, mais quand l'atteinte cognitive est au premier plan, là, les choses s'installent de manière effectivement très progressive. En particulier, c'est la baisse de motivation. Hein, c'est les patients qui deviennent apathiques. L'entourage dit oui, ça fait 3 ans, il ne fait plus rien, il ne dit plus rien. Et puis là, au bout d'un certain temps, les symptômes moteurs commencent à apparaître, avec les problèmes de chute, etc. Mais quand on interroge la famille, effectivement, ça faisait 2, 3 ans, 4 ans qu'il avait perdu l'intérêt de faire des choses dans la vie quotidienne.
Mais ce qu'on peut retrouver chez un Parkinson Tout à fait. Alors, ouais. C'est pas caractéristique du tout de… Ok, c'est après, il y a d'abord ce terrain-là et après se rajoutent des troubles vraiment spécifiques en fait. Exactement. Mais là, dans la PSP, le mode d'entrée, c'est un peu comme dans l'atrophie multisynaptisée, il dépend de là où sont les lésions. Et comme on a pu l'observer désormais avec les vérifications anatomiques, hein, c'est une maladie qui est finalement protéiforme, hein, ce qui peut prendre les troubles cognitifs peuvent être sur le devant de la scène, les troubles moteurs sur le devant de la scène, les troubles oculomoteurs sur le devant de la scène. Ben, vraiment, il y a tout de même une caractéristique de cette maladie qu'on retrouve quasiment constamment, c'est les chutes. C'est des patients qui chutent, et même certains d'entre eux, ils ont été voir le cardiologue plusieurs fois parce qu'on pensait que c'était des syncopes. Ils chutent en apparence sans raison, en fait. Hein. Et en fait, au niveau du mésencéphale qu'on a vu tout à l'heure, ici, il y a un générateur de marche. Hein, ici, il y a un noyau qu'on appelle le noyau pédoculopontin, qui est une sorte de générateur de marche et qui est touché très sévèrement dans cette maladie et très précocement. Donc, en gros, les patients ne savent plus comment on marche, comment faire pour marcher. Donc, le corps s'en va en avant, et puis, mais pas les pieds. Et donc, il tombe. D'accord. Il tombe en avant, il tombe en arrière, etc. Et ça, c'est un signe très précoce, hein, les chutes. Un patient Parkinson qui chute dès le début de la maladie, ce n'est pas une maladie Parkinson. Ok. Voilà. Ok. En termes de stratégie, du coup, là aussi thérapeutique par rapport à ces patients-là. Alors là, bon, oui, ça va être très évidemment la prise en charge réadaptative, ça qui est majeur, parce qu'il va falloir vite, il faut rentrer dans le vif du sujet. Hein, on va donner de la dopa quand même. Hein. Bon, ça c'est sûr, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a parfois des formes qui sont quand même relativement dopa-sensibles. Hein, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, il va y avoir très rapidement une prise en charge rééducative et réadaptative, hein, parce que les chutes, le trouble de l'équilibre, hein, qui s'associe à un syndrome frontal, ça c'est le gros problème pour l'entourage et pour le patient, c'est que le patient il se lève ou la patiente en ayant oublié qu'il ne sait pas marcher, quoi. Et donc nécessairement il tombe, quoi. Et donc là, parfois, hélas, le recours au fauteuil roulant, c'est grâce au fauteuil roulant qu'il n'y a plus de chute, quoi. Oui, j'imagine que des belles histoires avec des patients PSP, tu n'en as pas beaucoup non plus. Non, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Non, il n'y en a pas. Sauf les ceux qui sont PSPP, comme je disais tout à l'heure, et qui sont dopa-sensibles. Quand ils ont cette chance-là, c'est pour ça que quand je vois des patients PSP, je n'hésite pas à mettre de la dopa à bonne dose, parce que pour ne pas passer à côté de symptômes quand même qui resteraient dopa-sensibles. Et Marc, du coup, sur les dosages de la dopa sur les PSPP, du coup, on est pareil sur du petit débit quand même? Ah, en pompe alors? Oui, en pompe. Oui, là, de toute façon, avec la pompe à morphine dans cette pathologie-là, ne serait-ce que lié au trouble cognitif, vous ne pouvez pas monter les doses. Hein. Ok. Ouais, je comprends. Mais par contre, il peut arriver, là, récemment, j'ai mis en route une pompe chez quelqu'un qui a un souci de douleur nocturne, un peu une sorte de syndrome des jambes sans repos, si vous voulez. On a mis la pompe en route la nuit, avec des débits qui sont de l'ordre de 2-3 mg, hein, pas plus. D'accord. Parfois même 1 mg suffit. Hein. Et c'est déjà ça permet de retrouver un sommeil de bonne qualité. Alors bien sûr, là, les objectifs vont être mesurés, mais les petits pas sont toujours bons à prendre. Quand même. Un bénéfice, si les patients dorment mieux, ma foi, c'est bien, c'est bon à prendre. C'est toujours ça de gagner. Ouais. C'est toujours ça de gagner. Alors ça, c'est pas très connu encore, mais ça va se développer. Il y a nos collègues de Rothschild qui ont publié un papier récemment. Il y a quelques papiers par-ci, par-là. Il n'y a pas d'études véritablement réalisées avec des grands nombres, etc. Pour la bonne raison que ce sont des maladies rares, et puis que d'autre part, l'indication, déjà, si les neurologues n'oubliaient pas de donner la pompe chez les Parkinsoniens, ça serait bien. Mais de là à ce qu'ils la proposent dans les PSP, les MSA. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Voilà. Donc c'est plus dans les centres experts, etc., qu'on va oser, si je puis dire, parce que oser est un bien grand mot, parce qu'il n'y a pas de danger, hein, mais enfin, oser mettre en route la pompe sur ce type de pathologie. Voilà, je repasse là-dessus, parce que j'ai vu la neuropathologie. La DCB, c'est très particulier, c'est très unilatéral.
on va voir une dame là qui débute sa maladie. Vous voyez, alors, je m'appelle là aussi, c'est comme le syndrome de la ce qu'on appelle le syndrome de la jambe de bois. Oui, voilà, faites demi-tour, madame, revenez vers moi. Elle a une ékinésie qui prédomine très nettement du côté gauche. Comme si elle avait une jambe de bois, en fait. Ouais, c'est flagrant. C'est étonnant, hein. Et c'est assez caractéristique des CB, ça. Moi, j'appelle ça la jambe de bois. Enfin, c'est propre à... C'est ma sémiologie à moi. C'est comme le signe de la lunette de soleil pour la PSP. Et vous voyez la main, comme elle est la main gauche, elle est contractée. Qu'est-ce qui se passe pendant que vous mangez, par exemple? Qu'est-ce qu'elle fait, cette main? Tendez les bras comme ça devant vous, madame. Tendez bien les bras comme ça, bien droit devant vous. En fait, vous voyez, la dame a perdu le contrôle de sa main gauche, en fait. Hein. Dans cette position-là. Aussi bien sur le plan moteur que sur le plan spatial. Essayez de mettre voilà, l'un vers l'autre. Parce que l'atteinte, elle est frontale et pariétale. Pariétale s'occupant des aspects spatiaux, le frontal des aspects moteurs. Voilà, reposez les bras, madame, reposez les bras. Voilà, les doigts, soit ils sont comme ça tout tendus, soit comme ça. Hein. Oui, elle a tendance à rentrer sur le... Voilà. Et très souvent, les gens sont comme ça, ils regardent leurs mains de manière perplexe parce qu'elle n'obéit plus. Et là, elle s'est fermée, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon le syndrome de la main étrangère, comme si cette main appartenait à quelqu'un d'autre et qu'on n'arrive pas à la contrôler. Je vais vous demander de... Donc finalement, elle décide de la fermer, comme ça elle est tranquille. Et voilà. Je vais vous demander de... Essayez de faire la même chose que moi, regardez bien. Regardez bien. Ça. Allez-y, faites la même chose que moi. Donc là, je demande de faire une boucle avec les deux doigts. Avec la main droite, il arrive bien, mais alors la main gauche, elle se balade dans l'espace, c'est pas très bien fait. C'est ce qu'on appelle une apraxie. Hein, une apraxie unilatérale gauche, en l'occurrence. Bon, voilà, on va passer parce qu'il est... On revoit la jambe de bois, là. Voilà. Alors, quand la maladie évolue, on a une hypertonie extrêmement sévère qui s'installe, ce qu'on voit ici, là, où le bras est complètement raide. Ce n'est pas la même dame, hein, c'est une autre dame. Les muscles sont contractés à tel point qu'il y a des soucis d'ordre de nursing, hein, on est obligé de mettre une compresse dans la main. Et là, c'est malheureusement parfaitement doping-résistant. Hein. Alors, on utilise parfois la toxine botulique hein, pour relâcher ces contractions-là. Et puis, on va voir plus loin. Alors, l'atrophie est asymétrique, puisque la maladie est toujours asymétrique. Hein. Vous voyez, là, l'atrophie, elle n'est pas la même des deux côtés. C'est assez caractéristique de cette maladie, avec les symptômes qui, bien entendu, vont prédominer sur le plan clinique, sur le côté contralatéral à l'atrophie. On a vu pour la dame. Là, c'est pareil, vous voyez, l'atrophie est asymétrique. Ici aussi. Et puis, on va regarder une dernière vidéo qui est assez spectaculaire. Vous allez voir ce qu'on appelle le syndrome de la main étrangère. Une boucle, essayez. Donc là, pareil, je demande de faire une boucle avec les deux mains. Regardez la main droite. Donc, le début est contralatéral chez ce monsieur, le début de la droite. Une boucle. Et la main droite qui se promène dans l'espace sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et puis, vous allez la chercher avec la main gauche. C'est comme moi, un papillon avec les deux mains comme ça. Vous voyez? Regardez bien. C'est comme moi. Vous voyez la main qui se balade derrière, voilà, tout typiquement ce qu'on appelle la main étrangère. C'est totalement involontaire. Et il est obligé d'aller la chercher parce qu'elle ne lui obéit pas. Oui. À pied de nez avec la main gauche. À pied de nez. Avec la main gauche. Alors, regardez ce que fait la main droite. Elle va derrière,
Et là, alors ce qu'on appelle le syndrome frontal et ce qu'on appelle le grasping, elle va se refermer sur ce qu'elle touche. Et voilà, donc là, il est coincé parce que sa main droite est refermée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, très bien. Ça fait partie du syndrome frontal. Parce qu'au lieu de faire un pied de nez, essayez la même chose, il va un pied de nez toujours, mais avec la main droite maintenant, monsieur. Essayez, avec la main droite. Alors, suivez bien la main droite. Et là, tac, elle va se refermer sur la coudoir, et là, elle est coincée. Il y a le grasping. Et il est obligé d'essayer de la décoller. Et là, pour le coup, la main étrangère, ça porte bien son nom. Hein, parce que... Eh oui. C'est comme si elle partait avec quelqu'un d'autre. Il y a Marie coincée, il ne sait pas quoi faire. Je prends votre main, monsieur. Ça, il est beau le jeune homme, là. C'est mon cousin. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est extrêmement raide. Laissez-vous faire. Et vous voyez, à gauche, elle est beaucoup moins. Donc, c'est vraiment très asymétrique, cette maladie. Très bien. Donc, le plus souple possible. Très bien. Voilà, là, vous voyez la jambe de bois. Voilà. Une boucle. Bon. Et puis, donc, sur le plan d'imagerie, il avait une atrophie qui prédominait très nettement sur l'hémisphère gauche, avec des symptômes qui prédominaient très nettement à droite. Est-ce que vous avez des questions? Pas spécialement. On a appris plein de choses. Voilà. Non, c'était top. Bon, là, vous voyez, la sémiologie est assez impressionnante. Hein. C'est-à-dire, on en voit rarement des patients comme ça. Des syndromes, ce qu'on appelle le syndrome de main étrangère. Bon, il est bon que vous ayez pu voir de quelle manière ça se présente. Et bon, par rapport à la thérapeutique, dans ce cas de figure, la pompe est intéressante essentiellement en situation palliative, en fait, pour éviter le sevrage dopaminergique. Et parfois pour des symptômes nocturnes, comme ce qu'on appelle le syndrome de jambes sans repos, ça peut être tout à fait intéressant. Et ma foi, je l'ai utilisé dans un certain nombre de conditions avec des bénéfices mesurés, bien entendu. Hein. Il faut bien savoir, il faut bien préciser avec la personne et l'entourage ce à quoi on s'attaque. Ça peut être les douleurs nocturnes, etc. Mais il est évident qu'il ne faut pas donner l'idée au patient qu'on va lui redonner sa marche, etc. C'est des objectifs bien plus mesurés, quoi. Néanmoins utiles. Et on est plus sur l'atténuation des douleurs et des symptômes. Et encore, même les symptômes, on ne va pas améliorer des symptômes. Non, on va atténuer la douleur. Ok. Voilà. Et ils ont déjà assez de soucis comme ça. Ma foi, si on peut leur retirer la douleur, c'est énorme. Oui, hein. oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Et en plus, c'est facile à mettre en route, si vous voulez, parce que c'est des débits qui sont de 1 ou 2 mg. Dans la PSP, en plus, il y a très peu de dysautonomie, contrairement dans la MSA. Donc, vraiment, son utilisation est facile, dans le fond. Hein. Même bien plus facile que dans la Parkinson, finalement. La mise en route. Et c'est des instaurations que vous faites au domicile directement ou vous passez par l'hôpital? Non, surtout pas. Oh non, ouais, ok. Bien sûr. D'autant plus, si vous voulez, ils sont tellement emmerdés avec leur symptômes. Oui. Si en plus, il fallait qu'ils viennent à l'hôpital, c'est une horreur. Oui. Non, en plus, c'est tellement facile, si vous voulez, 1 ou 2 mg à la maison, Oui. enfin, rien de plus facile, quoi. Oui. C'est en fait une mise en route qui est bien plus simple que pour la maladie de Parkinson. Oui, puis avec une surveillance qui reste plus approximative aussi, au vu de l'évolution de la maladie aussi. On va pas chercher. Les symptômes, et les objectifs vont être bien définis. Hein, c'est la douleur. Bon, y a-t-il encore la douleur ou pas? Et le sommeil est meilleur? Oui, c'est bon, on a gagné. C'est ça. Okay. Ok, très voilà. bien. Donc, il ne faut pas s'en faire une montagne, hein, au contraire. Hein, c'est vraiment, dans mon esprit, c'est bien plus simple qu'une mise en route chez un Parkinsonien. Et puis, ça fait peur parce que c'est rare, mais en fait, après, derrière, dans la façon de faire. Oui, c'est simple à faire.
Et d'autant plus que c'est pas mal parce que cette maladie, bon, on sait hélas que le pronostic est mauvais et assez rapidement mauvais. Et le fait qu'il y ait une pompe ou que les personnes aient entendu parler de la pompe, ça veut dire qu'au moment où ça va devenir palliatif, soit ils l'auront déjà, et tant mieux, soit ils en auront entendu parler et ça sera facile de proposer. Ok. Voilà. Là où est le patient, peu importe, on s'en fout. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'hôpital, dans le service de gériatrie, à l'EHPAD, n'importe où. Mise à la maison, c'est ça l'intérêt de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller en neurologie. D'accord. Voilà. En tout cas, merci Marc. On entendait beaucoup, on parle de syndrome parkinsonien et c'est vrai qu'on avait voulu cette session parce que pour mettre des mots et mettre des images dessus, donc je crois que c'est réussi hein, de la vie de tous. C'est top. Complètement, ouais. Voilà. C'était Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup, Marc. Eh bien, à bientôt tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Merci Leslie d'avoir rassuré. Ça y est. C'est bon. Ta carrière vient de démarrer, ta carrière audiovisuelle.